Oui, allô, bonjour, je suis John Allor pour Québec SIC. Aujourd'hui, l'affaire de Louise Cameron, le meurtre non élucidé de Louise Cameron. Maintenant, voici Tracy Wing. Bonjour, hi, je suis Tracy Wing pour Québec SIC. Aujourd'hui, dans l'épisode 10, on va spéculer. John fait des spéculations, je vous parle de ses pensées, de ses opinions, et si il est dans le champ avec ses conjectures de scénarios aux questions non répondues, partagez ce que vous savez. Et si les suppositions de John sont légitimes ou sonnent vraies pour vous, s'il vous plaît, partagez ce que vous savez. Je veux vous avertir qu'il pourrait avoir des éléments déclencheurs avec ce balado. Nous allons parler d'agression sexuelle et de violence cruelle. John pense qu'il a une personne d'intérêt dans l'affaire Louise Cameron. Il était là depuis le tout début de sa disparition. Tout ce temps sous le nez de John. Son nom est Raymond Roy. Mais avant d'en venir à Raymond Roy, quelques informations sur le meurtre de Louise Cameron en 1977, y compris des mises à jour et des clarifications d'informations déjà publiées. Louise Cameron, âgée de 20 ans, vivait dans un immeuble de 3 étages au 30 rue Bryant, juste à côté de l'intersection très achalandée de la rue King West et Bryant à Sherbrooke, au Québec. En 1977, il y avait à ce coin de rue un steakhouse appelé Le Brasier, aujourd'hui le Chat Noir. En mars 1977, Louise Cameron était sans emploi. Bien qu'elle ait occupé divers emplois, notamment celui de réceptionniste chez un dentiste et dans un cabinet d'avocats, son dernier emploi était celui d'archiviste à la Sherbrooke Hospital, l'hôpital anglaise, dans le vieux nord de Sherbrooke sur le boulevard Portland. Elle a quitté cet emploi en février. Louise Cameron était membre des Hussards de Sherbrooke, un régiment de réserve des forces militaires canadiennes. La Hussard se réunissait régulièrement dans le bâtiment situé dans l'ouest de la ville, à environ 3 kilomètres de la maison ou du logement de Cameron, directement sur le boulevard Portland. La Hussard se réunissait également au manège militaire près de King et Belvedere. Louise Cameron menait une vie stable et ordinaire à Sherbrooke. Une fille à sa place. Un collègue de travail qui l'a décrit comme timide dit qu'elle rougit pour un rien. De temps en temps, elle rencontrait son copain Daniel Brown dans la ville voisine de Lennoxville, à environ 10 minutes de route au sud de l'armurerie. Daniel Brown était étudiant en comptabilité à l'université Bishop de Lennoxville. Il était également adjudant dans la Hussards de Sherbrooke. Louise et Daniel étaient fiancés. Louise avait déjà acheté sa robe de mariée. Le mariage était prévu pour ce printemps, le 21 mai 1977. On est en mars. La relation de Louise et Daniel va vite. Ça ne fait que quelques mois qu'ils sortent ensemble, mais quand ça clique, ça clique. La question à se poser est, est-ce que ça allait peut-être trop vite pour une autre personne? Louise Cameron a passé l'après-midi du mercredi 23 mars à son appartement avec son fiancé, Daniel Brown. Peu après 15 heures, Daniel est parti en lui promettant de la retrouver plus tard dans la soirée au manège. Louise a passé le reste de l'après-midi avec Diane la jeunesse, une amie proche qui vivait dans le même immeuble. Vers 21h30, Louise a quitté son appartement pour acheter des cigarettes. Elle a marché vers le sud, sur la rue Bryant, jusqu'à la rue King West, puis s'est rendue 2 rues plus à l'ouest, jusqu'au provisoire à l'intersection de King West et Jacques-Cartier. Aujourd'hui, le restaurant Tyson. Le caissier du provisoire a remarqué qu'après avoir acheté des cigarettes et du lait, qu'elle s'était attardée un moment devant le présentoir à journaux, feuilletant des revues. Puis elle est partie. Il est le dernier témoin à l'avoir vue vivante.
Lorsque Louise ne s'est pas présentée à l'armurerie, Daniel Brown s'est inquiété. Il l'a appelée à 22h30, puis à 1h15. Mais elle n'a pas répondu. Daniel a demandé à un ami de le conduire à son appartement. Il trouve l'endroit à peu près comme il l'avait laissé l'après-midi, sauf que son sac à main et ses bottes ne sont pas là. Ses lunettes étaient sur le comptoir de la cuisine. Était-elle sortie pour le rencontrer? Où était-elle allée? Le vendredi 25 mars, le corps nu de Louise a été découvert dans une congère dans une clairière forestière à Austin, près du village de Magog, à une vingtaine de minutes de route au sud-ouest de Sherbrooke. Comme son corps a été retrouvé rapidement, le pathologiste a pu facilement déterminer la cause du décès. Louise a été étranglée. C'était évident, même pour les policiers, car un lacet de botte avait été enroulé autour de son cou. Selon le médecin légiste, elle avait des blessures internes, comme si elle avait été piétinnée. Cette violence féroce, ainsi que le viol, semblent avoir eu lieu ailleurs. Comme Manon Dubé, dépouillée d'une mitaine, Louise ne portait qu'un seul gant. Son pantalon et son manteau en Suède ont été laissés près de son corps, mais il n'y avait aucune trace de l'autre gant, de son chemisier et de certains de ses bijoux. Son sac à main n'a jamais été retrouvé. Louise Caméran se trouvait dans la forêt au-dessus de la rive du lac Memphremagog, sur un chemin de terre, dans une obscurité parfaite et non éclairée. Pour le trouver, ce chemin, il fallait savoir où aller. C'est comme chercher une ombre dans la noirceur de la nuit. C'est un endroit que vous ne pouvez tout simplement pas connaître à moins d'y avoir été dirigé pour une raison quelconque. Peut-être étiez-vous avec les hussards de Sherbrooke, qui effectuaient des exercices d'entraînement dans ces bois. Il est certain qu'une découverte accidentelle de cet endroit semble peu probable, étant donné que votre destination est invisible la nuit. Si vous avez une femme assassinée dans votre voiture, vous pourriez avoir besoin d'une certaine certitude quant à l'endroit où vous pourriez décharger son corps, sans être vu. L'enquête était dirigée par le corporel Jacques Potier de l'escouade des crimes majeurs de la SQ à Montréal. Roch Gaudreault n'était pas le responsable de l'enquête, mais il était sans aucun doute la personne ressource à Sherbrooke pour toutes les informations reçues, comme en témoignent ses coordonnées à la fin de tous les articles de journaux importants qui ont couvert l'affaire en 1977. Toutes les informations locales passaient par Roch. Sur une période de 6 mois, les détectives ont interrogé plus de 250 personnes susceptibles d'être associées au crime. Et ils n'ont rien trouvé. À part des traces laissées dans la neige à l'endroit où se trouvait le corps, les enquêteurs ont cru pouvoir déterminer le type de véhicule qui avait transporté Louise. Mais aujourd'hui, cette information semble être incorrecte et peut avoir induit l'enquête en erreur. Ils ont cherché une voiture avec une séparation de 44 pouces entre les pneus, quelque chose comme une Renault 5 ou une Austin Mini ou une Mini Austin ou une Toyota Celica. Personne ne leur a fourni d'informations. Ou peut-être l'ont-ils fait, mais ils ont été mis de côté comme le type de véhicule qui a peut-être rétréci leurs recherches et leur vision. Petit à petit, l'affaire a perdu son élan. Pour ceux qui ont suivi le site web de John, whokilledteresa.com ou lu Wish You Were Here, vous savez que Louise Caméran a été le début d'une série de meurtres similaires, non résolus, qui se sont terminés en 1979 avec la découverte du corps de la sœur à John à Compton, au Québec. De Louise Caméran à la victime non identifiée de Longueuil, aujourd'hui identifiée comme étant Évelyne Levasseur-Pulis, à Jocelyne Hull, puis les meurtres à l'été de Joanne Dorion et Chantal Tremblay,
la série de meurtres de l'automne 77 de Catherine Hawkes, Denise Bazinet et Hélène Monas, Lison Blais en 1978 et enfin Manon Dubé et Teresa Allard. À la fin de 1977, Louise Caméran était devenue une statistique. Louise était une des 197 meurtres commis dans la province de Québec cette année-là. Selon les données de Statistique Canada en 2005 sur les homicides, le Québec a enregistré le plus grand nombre d'homicides en 1977 de toutes les provinces. Au cours des années 70, le Québec a eu le pire taux de résolution des dossiers d'homicide au Canada. Au printemps 2002, John a retrouvé la trace de Bernard Caméran, le frère de Louise. Bien que le meurtre de Louise n'ait pas été élucidé, sa famille s'était résignée. Il préférait laisser l'affaire dans le passé et passer à autre chose. Au début, dit Bernard, l'attention s'était portée sur le fiancé Daniel. Une rumeur s'était répandue dans les cantons de l'Est selon laquelle Daniel Brown se serait ensuite pendu, accablé par le crime qu'il aurait commis. Mais ce n'était pas vrai. Daniel était vivant et pour la famille, innocent. En fait, les deux hommes sont restés proches après la mort de Louise et Bernard a assisté au mariage de Daniel. Une deuxième théorie rongée par les détectives selon Bernard était que la mort de Louise Caméran était liée à son association avec l'armurerie de Sherbrooke. Et si elle avait été ramassée cette nuit-là par un membre du régiment, quelqu'un qui la connaissait et qui aurait pu être jaloux de sa relation avec Daniel Brown, les détectives ont souligné le lacet de style militaire autour de son cou. Ce qu'ils n'ont apparemment pas pris en compte, c'est que Louise portait elle-même des bottes militaires. Ses chaussures ont disparu de la décharge. Selon toute probabilité, elle a été étranglée avec son propre lacet. Récemment, John s'est retourné en arrière et John a revérifié cette information. Il l'a fait pour la valider. Au début de l'enquête, la police avait un suspect en tête et il était membre des Hussards de Sherbrooke. Mais ils l'ont innocenté, blanchi si vous voulez. Ce n'était pas Luc Grégoire, ce n'était pas Daniel Brown, c'était Raymond Roy. Si vous regardez sur YouTube ou le site web, vous voyez une photo de Louise et Raymond dans un article d'Allopolis en date du 10 avril 1977. Cela fait des années que John regarde cette photo de Louise et Raymond Roy. La photo date de 1975, quand ils sortaient ensemble. Au début, John n'y a pas prêté beaucoup d'attention parce que John la confondait avec une photo de Daniel. Ils se ressemblent, les cheveux froncés, moustaches. Puis John l'a écarté parce que John pensait que la police avait dû faire des recherches sur ce Raymond Roy, de l'enquêter. Ils ont dû le faire, non? Parce que, me semble, c'est ça que la police fait. John est beaucoup moins confiant dans les intentions de la police ces jours-ci. Moi-même, je peux aussi dire que j'ai beaucoup moins de confiance. Et d'une certaine façon, Raymond Roy est devenu le Luc Grégoire de John Masqué. C'est un cas classique de bias d'enquête. Vous vous concentrez trop sur une chose, puis la chose sur laquelle vous devriez vous concentrer, qui est remarquablement similaire à votre cible, passe au second plan. C'est la tunnel vision, la vision tunnel. C'est pourquoi il est important de ne jamais s'attacher à une seule théorie. C'est le genre de choses qui rend les éditeurs de livres fous, parce qu'ils veulent que vous vous engagiez dans une seule narration. Cela félicite le marketing. Puis des fois, dans la vraie vie, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, puis les crimes
La police aussi a tendance à faire le même cas, d'aller dans une direction et avec une seule narration. Alors, John va nous dire ce que beaucoup d'entre vous ont déjà deviné et que certains sont en train de le réaliser, de se réveiller face à une sombre réalité. Ce n'est pas l'assassin solitaire qui relie les morts des cantons de l'Est, mais les intentions douteuses et peut-être sombres de ceux qui ont enquêté sur les crimes. Dans chaque cas, il y a la secousse du meurtre, puis une réaction rapide et médiocre, et le sentiment général de retourner aux affaires comme d'habitude. Maintenir l'ordre, maintenir la paix. Telle a été la réponse à Teresa alors et Manon Dubé. C'était la réaction au meurtre de Carole Fecteau. Bien que nous ne soyons pas encore arrivés à cette destination, on va y arriver. C'est la réaction qui a prévalu dans l'affaire Rock Forest en 1983, dont John a parlé l'an dernier. La ville de Sherbrooke cherchait désespérément à assurer le public, leur peuple, qu'il n'y avait rien là. Faire confiance à la police, ne tenir personne responsable, continuer à vivre. Et c'était le cas aussi de Louise Camiran. John a un associé qui travaille sur l'affaire Manon Dubé depuis quelques années. Il a organisé une rencontre avec la police locale et la première chose que la police lui a demandé était « Qu'est-ce que vous savez? » Le problème lorsqu'on confie des enquêtes à des enquêteurs comme Roch Godreau, c'est qu'on a l'impression que ce sont des gens qui n'essayent pas de rassembler des informations pour résoudre des crimes, mais de rassembler des informations pour pouvoir les contrôler et limiter les dégâts. John a déjà écrit sur le mystère de 2014 entourant le vol MH370 de la compagnie aérienne malaisienne et sur la façon dont un article de Atlantic a parlé du manque de transparence et de la vigueur de l'enquête des responsables. Il est devenu évident que l'objectif premier des Malaisiens était de faire oublier le sujet. Dès le début, il y a eu ce parti pris instinctif contre l'ouverture et la transparence, non pas parce qu'ils cachaient un sombre et profond secret, parce qu'ils ne savaient pas où se trouvait vraiment la vérité et qu'ils avaient peur que quelque chose d'embarrassant ne sorte. Est-ce qu'ils se cachaient? Oui, ils couvraient l'inconnu. Au cours de ces 20 dernières années d'enquête sur les meurtres non résolus au Québec, et plus particulièrement sur l'activité criminelle dans les cantons de l'Est, c'est exactement l'impression qui ont été données à John par tous les grands organismes de la justice, la police locale, le ministère de la Justice ou le ministère de la Sécurité publique et l'Institution de la Sûreté du Québec. Avant de parler de Raymond Roy, John veut vous dire, il pense toujours que vous devriez considérer Luc Grégoire comme un suspect viable. Il a plusieurs raisons, dont certaines seront abordées dans un prochain épisode. Tout d'abord, il y a quelque chose de très étrange dans le fait que Manon Dubé et Louise Camiran soient tous les deux retrouvés à 30 km de Sherbrooke, l'un au sud et l'autre au sud-ouest. De plus, John a du mal à croire qu'une seule personne ait réussi l'enlèvement, le meurtre et le débarras du corps de Louise Camiran. On dirait un travail de groupe. Ensuite, il y a le fait que le meurtre de Louise est presque trop brutal pour être un crime de passion. Enfin, il y a des points d'intersection géographiques entre Luc Grégoire et Louise Camiran, que John trouve toujours aussi fascinant. John pense que Luc Grégoire a fréquenté l'école Montcalm sur le boulevard Portland, la même école que Louise et ses frères et sœurs. Luc vivait à quelques pas du manège militaire du centre-ville sur la rue Belvédère. Enfin, et c'est peut-être le plus important, Grégoire a grandi à quelques rues de la maison d'enfance de Louise,
dans le sud-ouest de Sherbrooke, les Grégoire au 325 rue de l'Ordre et les Camirans au 1473 rue Le Tendre. Écoutez, John a grandi dans un quartier similaire en banlieue. Il ne connaissait pas tout le monde, mais il jouait pratiquement avec tous les enfants dans un rayon de 3-4 rues de sa maison. Louise aurait été une jolie fille âgée de 4 ans de plus que Luc. John serait surpris qu'ils ne se connaissaient pas au moins de vue. Ils ont peut-être pris l'autobus ensemble. Les frères peut-être se tenaient ensemble ou les sœurs. Il y en a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il faut garder l'esprit ouvert. Au début de l'enquête sur Louise Caméran, quelqu'un a eu le bon sens de prendre une photo du registre à la porte d'entrée de son immeuble au 30 rue Bryant. John a obtenu une copie de cette photo et il a fait ce que quelqu'un aurait dû faire depuis longtemps lorsqu'un dossier reste non résolu pendant des décennies. Il a commencé à rechercher ses noms et à téléphoner aux personnes qui ont pu vivre dans cet immeuble en 1977. Le concierge de l'immeuble à cette époque, M. Yvon Cyr, a fait remarquer qu'il n'avait jamais reçu de plainte au sujet de Louise. C'était une fille très calme qui était à l'abri de tout reproche. Par contre, il y a quelqu'un qui n'était pas tranquille et irréprochable. Raymond Roy était le petit ami de Louise avant Daniel Brown. Dans les 2 semaines précédant son meurtre, Raymond s'est présenté 2 fois à son appartement du 3e étage. Il s'était disputé avec Louise et lui avait fait des avances sexuelles, non voulues, elle ne voulait rien savoir de lui, en se tenant à l'entrée de l'appartement. La dispute pouvait être entendue dans tout l'immeuble. Des locataires ont été témoins de ces disputes. Raymond Roy est originaire de Johnville, au sud-est de Sherbrooke, à peu près à mi-chemin entre l'Annexville et Compton. Il avait le même âge que Louise, soit 20 ans. Vers 1975, Raymond est allé à Montréal pour étudier, soit à Vanier ou soit à McGill. Pendant la séparation, Louise a laissé Raymond et a commencé à fréquenter Daniel. La relation de Louise avec Daniel s'est développée rapidement. Au moment de sa mort, le mariage était prévu dans moins de 8 semaines. Donc, un motif de jalousie, un meurtre intense, vicieux et très personnel. Louise Caméran a été étranglée avec son lacet ou celui de l'agresseur, déshabillée, violée et mutilée. En plus du seul gant noir, Louise portait la bague de fiançailles que Daniel Brown lui avait offerte. Un voleur n'aurait pas laissé ce diamant. Comme mentionné, Raymond Roy était aussi membre des Hussards de Sherbrooke. Il aurait donc aussi eu l'expérience de se promener dans les chemins de terre et les boisés des cantons de l'Est lors des exercices de la réserve militaire. S'il avait foré autour du dépotoir à Austin, près de Magog, il aurait pu savoir comment chercher cette ombre dans la noirceur de la nuit. Et, à propos de cette théorie qui a été discutée dans le dernier épisode concernant la mort de Manon Dubé, un ancien membre des Hussards de Sherbrooke a contacté John et a confirmé que c'était bien le cas. Juste un petit mot ici, là, si vous avez des informations, s'il vous plaît, on fait les balados exactement pour cette raison, de venir valider ou de contrarier les recherches que John a fait et ses suppositions, si vous voulez. Alors, c'est très intéressant. Alors, je vais recommencer le paragraphe. Alors, et à propos d'un ancien membre des Hussards de Sherbrooke, a contacté John et a confirmé que c'était bien le cas. L'unité de réserve de l'armée effectuait régulièrement des exercices de pratique dans les cantons de l'Est. Il a décrit l'une de ces activités. Nous avions un exercice de signalement de pont qui consistait à sortir des jeeps et à ramper pour regarder en dessous. J'ai regardé beaucoup de ponceaux en jouant ce jeu.
Il a même fourni une photo de réserviste lors d'un exercice en 1979 près d'Earscliffe, qui se trouve à environ 4 minutes de route de la décharge de Manon Dubé. Et aussi, Earscliffe, c'est pas très loin non plus d'Austin. Moi, je viens de la place, puis on sait que les chemins de terre, là, ils mènent tous au même endroit, là, éventuellement. On a dit à John que la police locale a poursuivi Raymond en 1977, mais l'a rapidement écarté comme suspect. John dit que la SQ d'aujourd'hui, qui dispose d'une équipe chargée des dossiers non résolus et équipée des outils d'enquête modernes, devrait réexaminer Raymond Roy en tant que personne d'intérêt dans l'affaire Louise Camiran. Alors, une personne d'intérêt. Et si le public a la moindre information, la moindre connaissance des activités de Raymond Roy et de ses alliés et de ses allées et venues actuelles, s'il vous plaît, vous devriez contacter la police immédiatement. En octobre 1977, alors que les pistes s'épuisent, la Tribune publie un article sur l'affaire Louise Camiran, la qualifiant d'énigme indéchiffrable. L'article assure au public que ce n'est pas parce qu'une enquête ne fait pas de bruit qu'il ne se passe rien, et se vante de ce que la police a interrogé des dizaines et des dizaines de personnes, ce qui ne me semble pas très impressionnant lorsqu'il s'agit du viol et du meurtre brutaux d'une jeune femme de 20 ans. Mais vous m'avez déjà entendu dire qu'est-ce que je pense que le gouvernement pense des jeunes femmes. Il s'agissait de l'une des dernières mises à jour de la police sur l'affaire Louise Camiran avant que le public ne s'endorme, pour être réveillé 25 ans plus tard par la série Who Killed Teresa du National Post. Il y avait un autre article en janvier 1980. Pierre Saint-Jacques fait le point sur ce qu'il appelle les grands mystères de la décennie et répertorie les affaires Allard, Dubé et Camiran, ainsi que l'affaire Charles Marion et quelques autres. Saint-Jacques a déploré la frustration de ne pas pouvoir percer ces mystères. Pourtant, sa réponse se trouve dans la citation liminaire qu'il a utilisée d'Oscar Wilde. Le vrai mystère du monde, c'est le visible, pas l'invisible. La résolution est possible lorsque vous avez une force de police dédiée à la transparence et non au brouillage de la vérité. Et moi-même, j'ai ce même sentiment depuis que mon fils a été tué par la Sûreté du Québec en juillet 2018. Le Bureau des enquêtes indépendants chargé d'enquêter sur les policiers pour fournir au public la vérité, la transparence sur les événements malheureux produits lors d'interventions policières. Et le résultat, c'est une page sur leur site web décrivant le décès de mon fils. Alors moi, j'appelle ça une enquête opaque. C'est d'une nature qui ne laisse pas passer la lumière. La police de Sherbrooke à l'époque des années 1970 semble avoir pratiqué une forme de justice sélective. Lorsque cela les intéressait, ils procédaient à une arrestation, mais dans le cas contraire, ils détournaient trop souvent le regard. Si vous avez des informations concernant le meurtre de Louise Camiran en mars 1977, veuillez contacter les agents de l'unité des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264 ou vous pouvez leur envoyer un petit courriel au cic@sûreté.qc.ca. Alors, c'est cic@sûreté.qc.ca. Je veux vous remercier encore une fois de nous avoir écoutés et de partager avec vos proches, vos amis. Je vous souhaite une très belle journée.
C'est tout maintenant. C'est John Alors pour Québec-Sic encore. Restez au chaud. Il y a beaucoup de neige là-bas aujourd'hui. Et, bon week-end, bonne soirée.